d'intervenir dans notre série de webinaires sur l'intelligence digitale avec cette nouvelle ou troisième édition sur la programmation quantique. Donc, dans le cadre d'une collaboration avec nos collègues de l'INSI, l'École nationale de sciences de l'informatique de Tunis. Donc, si Najas est maintenant connecté, donc je te donne la parole. Donc, Benoît, je te laisse aussi expliquer comment tu veux qu'on interagisse avec ta présentation. Est-ce que c'est on prend les questions au fur et à mesure, mais ou on prend à la fin? Moi, je pense que c'est mieux de prendre des questions à la fin. C'est aussi, si jamais vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poster sur le chat. J'essaierai avec Loana de les poser à Benoît directement, ou vous le faites, vous prenez la parole et vous le faites directement. Narges, deux mots? Bonjour, merci Imed, merci beaucoup Benoît pour avoir accepté cette invitation pour continuer à apprendre, à nous faire connaître ces nouveautés à propos de l'informatique quantique. Collaboration qui a commencé avec Imed et plus particulièrement avec l'IMT Business School. Et j'espère que nous allons apprendre et malheureusement, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui nous ont rejoints. Je suis sûre qu'il y aura des retardataires qui vont nous rejoindre pour profiter de cet apprentissage. Et encore merci et on vous laisse la parole. Merci. Merci Narges. Benoît, je te laisse te présenter et le floor is yours. Donc, à partir de maintenant, je vais désactiver ma caméra et je te laisse faire. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup à tout le monde et bonjour à tout le monde d'abord. Et puis, merci à vos deux institutions scolaires de m'accueillir et me permettre de parler d'un sujet que j'aime bien et donc, en l'occurrence, l'informatique quantique. Alors, moi, en quelques mots, hein, mon rapport à l'informatique quantique, il a commencé en 2018-2019. J'ai écrit et publié un livre d'introduction à l'informatique quantique aux éditions ENI, qui était dans sa partie pratique un peu plus orientée sur la solution de Microsoft avec le langage Q Sharp notamment. Et puis j'ai écrit quelques articles, notamment dans le magazine Programmé. Et enfin, j'ai donné un cours en école d'ingénieur, dans une école d'ingénieurs parisienne. J'ai donné un cours d'informatique quantique en 2019-2020, au tout début 2020. Voilà, donc on va commencer tranquillement et on va passer au planning, hein, au sommaire de la présentation. Alors là, les premières choses. Alors avant de commencer, avant de parler du sommaire, effectivement, on peut garder les questions pour la fin. Si vraiment il y a un blocage ou quelque chose qui est incompréhensible ou une contradiction qui vous paraît importante, n'hésitez pas à intervenir, cela dit, ou voilà, de façon fluide et pragmatique. Hein, s'il y a un souci, n'hésitez pas à intervenir. Mais si ça se déroule plutôt de façon fluide, eh bien, on peut garder les questions pour la fin. Alors, en quelques points, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire, on va commencer par les raisons de l'engouement. C'est souvent un manque que moi j'identifie dans les présentations ou même dans les articles de presse à propos de l'informatique quantique. C'est que souvent, on a l'impression que l'informatique quantique, c'est quelque chose de génial qui va tout révolutionner, mais on ne sait pas trop pourquoi, en fait. On ne sait pas trop pourquoi, effectivement, c'est quelque chose qui a un tel poids, un tel enjeu stratégique. Donc, j'essaierai d'expliquer un petit peu pourquoi c'est le cas. Après, en quelques mots, assez rapidement, on parlera des grands principes de l'informatique quantique. Et en fait, finalement, c'est les grands principes de la physique quantique. Donc, on rappellera aussi ce qu'est la physique quantique et la petite partie de la physique quantique qui nous permet de faire de l'informatique quantique. On passera à la programmation quantique dans ses grandes lignes. En gros, comment ça marche et comment c'est utilisé. Et on essaiera de prendre un exemple concret avec un peu de code. Alors, il ne s'agira pas de comprendre chaque ligne de code, mais de voir un petit peu comment on peut travailler concrètement
aussi pour s'emparer de solutions qui sont en ligne, sur lesquelles vous pouvez travailler, vous initier, commencer à faire des choses, à faire de la programmation quantique, y compris sur des vraies machines quantiques à quelques qubits et pas seulement sur des simulateurs. Et puis, on fera une petite conclusion et puis on essaiera de réfléchir dans cette conclusion qui sera très courte s'il y a l'émergence d'un standard ou en tout cas quelque chose qui ressemble à une convergence dans les différentes solutions dont on aura parlé. Alors, effectivement, il y a une accélération de la couverture médiatique depuis, disons, 4 ou 5 ans environ, avec d'une part la presse scientifique et technique qui s'en empare, mais aussi la presse grand public. Par exemple, en France, l'année dernière ou l'année d'avant, plutôt l'année d'avant, il me semble, il y a eu un rapport parlementaire qu'on a appelé le plan quantique, qui est destiné à faire des préconisations sur la place, à propos de la place de l'informatique quantique. Donc, il y a un petit bruissement, il y a un engouement comme ça depuis quelques années, avec généralement peu de contexte. L'informatique quantique arrive comme ça, sans trop savoir d'où ça sort et pourquoi c'est si intéressant. On nous rappelle que ça a un petit rapport avec la physique quantique, mais ça s'arrête à peu près là. Donc la physique quantique, je le rappelle, juste, voilà, même si je ne doute pas que c'est clair dans l'esprit de tout le monde, la physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Hein. Donc c'est la physique de la matière qui est devant vous, à l'intérieur du stylo ou de l'ordinateur qui est devant vous. Il y a une physique qui est propre à l'infiniment petit et qui est différente de la physique que l'on connaît nous, c'est-à-dire la physique gravitationnelle. Si vous bougez votre souris de votre bureau, là, elle va tomber. Vous en avez l'intuition d'ailleurs, vous savez qu'elle va tomber parce que vous avez une expérience presque sensitive de cette physique. Alors, pas ou peu d'explications, effectivement, sur les avantages comparatifs, pourquoi c'est super et pourquoi c'est stratégique de faire de l'informatique quantique. Eh bien, si on se limite aux articles de la presse grand public et même de la presse scientifique, on a parfois du mal à voir un petit peu quel est l'intérêt, quoi. Pourquoi c'est si stratégique. Alors, pour essayer d'expliquer l'intérêt, je vais dire 2 mots sur la théorie de la complexité. Alors, la théorie de la complexité, c'est tout ce qui a trait en informatique classique à essayer de connaître la complexité des algorithmes. Sur un problème donné, de savoir, par rapport au nombre de données d'entrée, savoir eh bien, si sa résolution va se faire dans un temps polynomial ou non, ou exponentiel. Donc, je peux avoir un petit problème, un algorithme de tri, par exemple. Je veux trier les élèves de la classe en fonction de leur moyenne. Eh bien, je vais évaluer la complexité en fonction de n, le nombre d'élèves. Et puis, voilà, c'est que je pourrais faire tourner sur une instance de problème avec 5 élèves, avec 50 élèves, avec 50 000 élèves. Alors, on considère qu'un problème est polynomial si, quel que soit n, son temps de résolution sera polynomial. C'est-à-dire que la formule pour arriver à la résolution forme un polynôme. A contrario, quand ça peut mettre beaucoup de temps et voire être impossible à résoudre en un temps polynomial, la formule est souvent en exponentielle, avec des puissances de 2 typiquement. Alors, on a de nombreux problèmes nombreux problèmes en industrie, dans le domaine militaire, en économie, dans le médical, dans l'apprentissage au sens apprentissage automatique, en machine learning par exemple, qui ne se résolvent pas en temps polynomial. Donc, c'est quand même ça qui fait l'intérêt premier de l'informatique quantique, c'est que nous, l'informatique classique, même avec des supercalculateurs aujourd'hui, on a des problèmes et des instances de problèmes qu'on ne sait pas résoudre, qu'on ne peut pas résoudre. En météo aussi, on en parle un petit peu en ce moment. En météo, même avec les plus gros supercalculateurs du monde, on ne sait pas trouver une solution exacte, en tout cas, en un temps polynomial. Alors, pour contrer ça, il y a quand même des solutions en informatique classique, en recherche opérationnelle notamment, qu'on appelle des heuristiques, qui sont plus ou moins l'idée d'aller chercher une solution approchée, pas la solution exacte, mais la solution approchée,
qui est d'aller plutôt au voisinage d'un minimum local sur une forme convexe, mais peu importe. On assume l'idée de dire on ne va pas trouver la solution exacte, mais la solution qu'on va trouver, on va essayer qu'elle ne soit pas trop mal quand même. Ça, c'est au cœur de quelque chose qu'on appelle la conjecture du siècle, que vous connaissez peut-être. C'est P égale point d'interrogation NP. Je mets le point d'interrogation NP parce que ça n'a pas été démontré. En fait, on sait, tout le monde sait à présent que c'est une inégalité. P n'est pas égal à NP, mais personne ne l'a encore démontré. C'est d'ailleurs un des problèmes de la série de quelques problèmes à $1 million. Si vous trouvez la démonstration que P est différent de NP, vous gagnerez $1 million, donc ça peut être intéressant. Et en fait, ce que veut dire cette inégalité, c'est que très probablement, de toute façon, on a la certitude théorique, quand ça sera démontré, on aura la certitude théorique qu'il y a une série de problèmes qui ne peuvent pas être résolus en un temps polynomial. Ils sont par nature impossibles à résoudre en un temps polynomial. On va prendre un exemple de problème, c'est celui qu'on appelle du voyageur de commerce. Alors, le voyageur du commerce, je suppose que vous avez peut-être entendu parler de ce problème. L'idée, c'est de dire, vous avez plusieurs villes, N villes. Ici, il n'y en a que 4, mais ça peut être 40, 50, 300 000 villes. Et le voyageur de commerce, son travail, c'est d'aller voir ses clients dans chacune des villes. Donc, il doit passer dans chacune des villes et son objectif, c'est de minimiser la distance globale. Utiliser les routes qui minimisent la distance totale parcourue, avec la contrainte qu'il doit passer une seule fois, mais dans chaque ville pour aller voir son client. Ça, en force brute, ça va être en n factoriel. Alors, un petit peu moins là, parce que c'est un graphe non orienté, parce que donc on sera plutôt sur n-1 factoriel divisé par 2, mais peu importe. Toujours est-il que là, par exemple, juste sur ce petit exemple que vous voyez à l'écran, pour n égale 20, c'est-à-dire qu'on n'a plus 4 villes, on en aurait 20 villes, et 1 microseconde par chemin, c'est-à-dire que je décide d'évaluer chaque chemin. Et à la fin, une fois que j'aurai considéré chaque chemin, eh bien, je saurai quel est le plus court, quoi. Eh bien, il me faudrait 115 jours, il manque un petit S à 115 jours, je corrigerai ça. Il faudrait 115 jours pour obtenir la solution exacte, c'est-à-dire de parcourir chaque chemin possible et puis d'être certain d'avoir trouvé le chemin le plus simple. Alors, ce problème de voyageur de commerce, il a une réalité dans plein de domaines, en industrie notamment, en logistique, dans plein de sujets. On peut ramener des problèmes concrets, énormément de problèmes concrets, au problème du voyageur de commerce. Et d'ailleurs, il appartient à une classe de problèmes où tous les problèmes sont un petit peu identiques d'une certaine manière. Il y a un autre problème assez célèbre qui s'appelle le sac à dos. Le problème du sac à dos qui consiste à avoir une liste d'objets, un couteau suisse, un cahier, tout ce que vous voulez, un stylo. Et à chaque objet, vous allez avoir un volume, disons, ou une masse. Le couteau suisse va peser 200 grammes et vous allez lui mettre une utilité sur 100 points, par exemple. L'utilité d'un couteau suisse, ça va être à 100. L'utilité d'une enclume qui pèse par ailleurs 200 kg, ça va être 0,5 parce que ça n'a pas un grand intérêt à emmener en randonnée. Et votre but, et vous avez un sac à dos qui a une contenance limitée. Et votre but, ça va être de maximiser l'utilité des objets que vous mettez dans votre sac à dos sous la contrainte de volume ou de masse de votre sac à dos où vous ne pourrez pas tout mettre. Mais c'est un problème à peu près identique que le voyageur de commerce. Et c'est un problème où même avec des supercalculateurs, on se casse rapidement les dents sur certaines instances. Là, en l'occurrence, pour 2 ou 3 villes, si le sac à dos, j'ai que 2 objets, on va très facilement résoudre l'instance de ce problème. Mais si j'ai 50 000 objets, et il y a des problèmes industriels qui sont de cet ordre-là, ça va être très compliqué. Il n'y a aucun supercalculateur dans le monde qui permet de trouver une solution exacte en un temps polynomial. Donc, c'est-à-dire qu'on a une chance d'avoir une solution dans 3 siècles.
Voilà. Donc ça, c'est la réalité d'une partie des problèmes qu'on oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'il y a énormément de problèmes dans l'industrie, dans le médical, dans beaucoup de domaines, dans le domaine militaire, où on n'est pas capable de trouver une solution exacte en un temps raisonnable, c'est-à-dire en moins d'un an. Voilà. Et du coup, l'informatique quantique, avec sa dimension combinatoire dont on va parler un petit peu plus tard, eh bien, semble être une réponse à cela. On pensait qu'on ne pourrait jamais trouver des solutions exactes sur des grandes instances de problèmes. Eh bien, en fait, peut-être que si. Alors, pas en informatique classique, mais en informatique quantique. Donc, la dimension stratégique de l'informatique quantique, elle vient de cela, en fait. Elle vient de ce constat qu'il y a tout un tas de problèmes qui régissent l'ordre du monde, qui ont une dimension géostratégique, qu'on ne peut pas résoudre avec des supercalculateurs. Et l'informatique quantique peut-être être une solution et résoudre tout un tas de problèmes ou trouver des solutions exactes en un temps plutôt rapide, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Donc, l'intérêt géostratégique, il est assez immédiat. C'est-à-dire qu'on ne s'étonne plus dans cette idée-là que les États s'intéressent beaucoup à l'informatique quantique parce que ça peut être la clé pour, c'est une sorte de Graal, quoi, vers la prédiction absolue, vers la résolution de tous les problèmes, vers l'optimisation des positionnements de troupes sur le terrain en cas de conflit. Ça peut être vraiment l'arme, d'une certaine manière, une arme symbolique, mais une arme déterminante qui assurerait la primauté de l'État ou d'institutions qui le posséderaient. Donc, l'un des problèmes qu'on a, c'est que la communication au sens large, hein, les médias, etc., elle est très régulée. Alors, il y a des choses qui sortent, des entreprises qui disent oui, on a fait ci, on a fait ça, on en est là. Il y a des pays qui communiquent un peu, mais finalement, on peut quand même se douter que les institutions et surtout les États disent un peu ce qu'ils veulent, quoi, et qu'il y a sans doute des découvertes ou des avancées où il y a eu très peu, voire pas du tout de promotion ni de publicité, évidemment. Et puis, donc, on est quand même dans un domaine où l'état de l'art actuel à l'instant T est très difficile à déterminer parce que les acteurs principaux communiquent sans doute très peu et qu'on est, d'une certaine manière, peut-être dans quelque chose qui ressemble à du secret militaire, pour partie, hein. La dernière annonce un peu importante, ça a été Google en 2018-2019, qui a fait une machine quantique qui a résolu un problème de façon plus rapide que le gros supercalculateur américain qui avait dû mettre 3-4 jours pour résoudre le même problème. Et là, cette machine quantique a mis quelques minutes ou quelques secondes. Et c'était une machine à 39 qubits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en premier lieu, c'était une machine à 40 qubits. Et puis, un des qubits est tombé en panne. Vous voyez, dans ce cas-là, on est quand même dans une physique de l'extrême, dans des conditions qui sont proches du degré absolu, donc du zéro absolu, donc à moins 276 degrés, quelque chose comme ça. Et donc, quand un qubit est tombé en panne, on ne l'a pas remplacé, quoi. On est quand même sur quelque chose de très innovant et de l'ordre presque du spatial, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on est encore sur de l'innovation très, très compliquée où les choses sont très fragiles dans leur fonctionnement. Alors, là, on passe à la deuxième partie, donc c'est le rappel sur les fondements. Là, on a parlé un petit peu de quel était l'intérêt. Donc, l'intérêt, en deux mots, pour rappel pour le coup, c'est il y a une dimension combinatoire très forte dans l'informatique quantique qui peut peut-être nous permettre à terme de résoudre des problèmes qu'on n'est pas vraiment capable de résoudre avec l'informatique classique, avec l'algorithmie classique. Alors, sur les fondements, déjà, l'informatique quantique, c'est une informatique qui se base sur des principes de la physique quantique. Et d'ailleurs, les ordinateurs quantiques sont des vraies machines quantiques, au sens que les données et les changements d'état qui vont être dans notre programme sont vraiment issus de comportements de l'infiniment petit. C'est ça une machine quantique, hein. C'est une machine où des particules ont des états et on observe les états et ça nous permet de faire des calculs, en quelque sorte. On va parler d'état quantique d'une particule, c'est-à-dire c'est un petit peu l'équivalent de la valeur d'une variable en informatique classique. Là, on aura un état d'une particule
qui sera un petit peu la valeur de notre variable quantique. Il y a 3 phénomènes fondateurs, le terme n'est pas si bien choisi, mais très très important dans l'informatique quantique, issus de la physique quantique, c'est la superposition, l'intrication et la mesure quantique. Je vais essayer d'expliquer tout ça assez rapidement avec des petits exemples. Alors, là, je précise juste une petite notation bracket, c'est ce qu'on appelle, c'est la notation qui est en cours en physique et en informatique quantique. Si vous ne la comprenez pas ou si vous ne la connaissez pas du tout, ce n'est pas un drame, on pourra quand même passer. Et j'imagine qu'avec les slides suivants, tout va s'éclaircir. L'idée, c'est de dire que contrairement à un bit classique, en informatique classique, un bit qui va avoir que 2 valeurs possibles, le 0 ou le 1, en fait, en informatique quantique, on aura une sorte de combinaison linéaire probabiliste, j'expliquerai pourquoi, de 0 et de 1. Donc ici, par exemple, la valeur de ma variable, mon état quantique, Z, eh bien, c'est égal à A, qui a une probabilité qu'on va dire, ben, par exemple, c'est 53% de la valeur 0 plus 47% de la valeur 1. C'est une combinaison linéaire des 2 états possibles, en fait, des 2 états possibles qui sont ici 0 et 1. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on a les 2 valeurs à la fois. Ce qui va se passer, c'est que cette particule, au bout d'un moment, on va la mesurer. On va la mesurer et quand on va la mesurer, la valeur elle va être soit 0, ce drôle de 0 là qui est indiqué, soit ce drôle de 1. Ça sera l'un ou l'autre. Ça ne sera pas un peu des deux. Mais tant qu'on n'a pas mesuré, on considère que son état, c'est un petit peu de 0 et un peu de 1. Et on considère qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas encore mesuré, mais qu'il y a 53% de chances que la mesure, quand on aura mesuré, ça soit 0. Et puis qu'il y a 47% de chances, donc B, que la mesure soit 1. Ça, c'est ça un état quantique et c'est ça un petit peu cette notion de superposition. On n'a pas encore mesuré et l'état quantique, c'est une combinaison linéaire des probabilités de chacune des valeurs après mesure de l'état quantique d'une particule. On va passer à la suite. Alors, pour essayer de rendre ça un tout petit peu plus concret, j'ai pris un tout petit exemple un peu bébête, mais qui peut avoir son intérêt. On imagine qu'on a une pièce de monnaie quantique et on va jouer à pile ou face. Eh bien, l'état quantique de la pièce, je n'ai pas encore vérifié si ça sera pile ou face, je n'ai pas encore mesuré. Eh bien, ça sera la probabilité que je fasse pile plus la probabilité que je fasse face. Donc, A pile plus B face. Probabilité de quoi? Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de l'atteinte de l'état post-mesure. A représente, à une racine carrée près en réalité, mais A représente la probabilité que après mesure, la valeur soit pile. B représente la probabilité que après mesure, la valeur soit face. Et cet état superposé, cet état où on manipule des probabilités, c'est ça la superposition, ni plus ni moins. Et ce qui va mettre fin à la superposition, c'est la mesure. Par contre, quand je vais mesurer l'état avec un petit outil, en quelque sorte, comme si je mesurais avec un potentiomètre ou avec une règle pour mesurer, c'est-à-dire que je vais vraiment savoir la vraie valeur, quand je vais faire ça, ça sera que pile ou face. Alors, l'un des exemples qui revient souvent et que vous connaissez sans doute, c'est le chat de Schrödinger. C'est plutôt un bon exemple pour bien comprendre la superposition et la mesure. Alors, pour rappel, le chat de Schrödinger, c'est ce qu'on appelle une expérience de la pensée. Dieu merci, c'est pas réel. On met un petit chat dans une boîte complètement opaque, c'est-à-dire que quand on aura fermé la boîte, moi, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui s'y passe. Et dans cette boîte, outre le chat, il y a aussi un dispositif très cruel qui peut à tout moment tuer le chat ou non. C'est-à-dire qu'une sorte de machine totalement aléatoire qui va envoyer de l'acide ou qui va envoyer un poison qui tue le chat instantanément. Mais on ne sait pas quand ça se déclenche, on ne sait pas si ça va se déclencher, ça peut vraiment se déclencher à tout moment. Donc, si je referme la boîte avec cette drôle de piège, cette machine à poison à l'intérieur, plus le petit chat, eh bien, le petit chat, on ne sait pas trop s'il est mort ou vivant.
il a son état quantique, on peut considérer que c'est une probabilité qu'il soit mort, peut-être une chance sur deux qu'il soit mort, et puis qu'il soit vivant. Il n'y a qu'une chance sur deux qu'il soit vivant. Et je n'ai pas moyen d'en savoir plus. Voilà, je me balade avec cet état quantique qui est la superposition de deux états, mort et vivant. Alors, il y a un moment donné, je vais ouvrir la boîte. Quand j'ouvre la boîte, c'est un petit peu la mesure quantique symbolique. J'ouvre la boîte, là, je vois bien. Hein, je le vois si le petit chat il est mort ou s'il est vivant. Donc, la mesure met fin à cette superposition. Dès que j'ai ouvert la boîte, je ne me pose plus tellement la question de la superposition. La superposition n'existe plus. On a mis un terme, en ouvrant la boîte, on a mis un terme à cette superposition. Le petit chat, il est soit mort, quantiquement, hein, soit vivant. Voilà, donc le chat de Schrödinger est plutôt un exemple assez pédagogique. Vous pouvez trouver des exemples équivalents et moins. C'est le grand exemple historique, mais des exemples moins cruels. Hein. Vous pouvez faire votre propre chat de Schrödinger sans décès de petits animaux. Mais ça permet vraiment de mettre en exergue et la superposition et la mesure. La superposition, eh bien, c'est cette incertitude qu'on a sur l'état de santé du chat tant que la boîte est fermée. La mesure quantique, c'est ouvrir la boîte. On ouvre la boîte, là on voit bien si le chat est mort ou vivant. Alors, ce qui est intéressant avec la superposition, c'est que ça a été compris et démontré dans les années 20, juste avec des crayons et des papiers en faisant de la physique, quoi. Et ça a été expérimenté, c'est-à-dire en laboratoire, de mettre en évidence cette superposition. Ça a été expérimenté en 1996 par l'équipe de Serge Haroche, un physicien français. Donc ça, c'est quand même très intéressant d'avoir compris autant de choses 70 ans quasiment avant de pouvoir l'expérimenter, quoi, de pouvoir l'observer dans la vraie vie, si je puis dire. Alors, le troisième principe, si vous vous souvenez bien, donc on a vu assez rapidement, mais donc on a vu la superposition quantique, la mesure quantique. Il y a un troisième phénomène qu'on appelle l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est l'idée de dire que deux particules vont avoir le même état. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on observe que dans certaines situations, même avec des particules très très éloignées, il y a des expériences en laboratoire avec plusieurs kilomètres entre deux particules, les particules ont exactement le même état quantique. Alors c'est même quelque chose qui a été une grande controverse scientifique. Hein. Einstein, qui avait trouvé beaucoup de choses dans ce domaine-là, s'est opposé à bord à ce sujet-là. Et avec ce qu'on appelle le paradoxe EPR. Le paradoxe EPR, c'est en deux mots. EPR, c'est un acronyme qui reprend le nom de trois scientifiques. Le E, c'est Einstein. PR, j'ai oublié le nom des deux autres compagnons d'Einstein. Mais de façon un peu schématique, le paradoxe EPR est basé sur l'idée suivante. C'est dire, OK, si on a deux particules qui partagent exactement le même état, il suffit de les éloigner suffisamment pour que l'information ne puisse pas circuler d'une certaine manière de l'une à l'autre. En physique, il y a un indépassable, c'est la vitesse de la lumière. Donc, éloignons par la pensée suffisamment les deux particules pour qu'elles soient si éloignées que même la vitesse de la lumière ne puisse pas être une façon de communiquer la valeur à l'autre de façon instantanée. Donc ça a été l'argument principal, à tort, hein, on le sait maintenant, d'Einstein pour dire c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est quelque chose qui est pas. Et en fait, c'était effectivement possible. L'intuition de bord était la bonne. Effectivement, l'intrication est quelque chose qui est démontré et qui a été observé donc dès 1982 par Alain Aspect, un autre physicien français. Il y a la fameuse formule justement d'Einstein, Dieu ne joue pas au dé, pour expliquer qu'il rejetait cette idée de l'intrication. Et en fait, sur ce point très précis, hein, il a eu raison sur énormément de choses, mais sur ce point très précis, c'est un point sur lequel il s'est trompé. Mais enfin, à sa décharge, ça a été expérimenté, observé, seulement 50 ou 60 ans après la controverse scientifique.
Alors là, c'est juste pour revenir un petit peu sur, ce qu'on disait en termes d'utilisation de la notation bracket. Tout à l'heure, on a vu avec un système avec un seul qubit. Alors juste pour préciser un petit peu, on est dans une approche vectorielle, hein, presque matricielle des choses. Si on a 2 qubits, on a 4 valeurs mesurables possibles. Une fois qu'on a la mesure, le premier qubit est à 0, le deuxième est à 0, puis 0, 1, puis 1, 0, puis les deux 1. Voilà, donc l'état quantique avant qu'on mesure, c'est-à-dire un état superposé, eh bien, ça sera une combinaison linéaire des 4 états quantiques mesurables avec des valeurs A, B, C, D relatives aux probabilités respectives de chacun des états quantiques de mesure. Je ne sais pas si je suis très clair, mais du coup, cet exemple-là permet sans doute de boucler la boucle par rapport à ce qu'on s'était dit avant. Donc, en fait, si je résume, quand on a 2 qubits, eh bien, on aura 4 valeurs mesurables, en fait, hein, finalement, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et que tant que je n'ai pas mesuré, eh bien, j'ai cette combinaison linéaire impliquant les probabilités respectives. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'était pourquoi c'était si intéressant l'informatique quantique, pourquoi il y avait un tel enjeu, et puis quels sont les grands principes de la physique quantique qui permettent de régir, en fait, en quelque sorte, et de rendre possible l'informatique quantique. Alors, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est concrètement comment ça marche. Alors, concrètement, comment ça marche? Sur le modèle de la porte logique, donc en informatique classique, on a l'algèbre de Boole, les tables de vérité, hein. C'est-à-dire que si j'ai un bit qui a une valeur 1 en entrée, eh bien, si je le passe dans une porte logique de type note, eh bien, en sortie, j'aurai 0. Ça va m'inverser, ma table de vérité explique ça. Ça va m'inverser ma valeur d'entrée. Ma valeur de sortie sera opposée en quelque sorte à ma valeur d'entrée. Ce système de porte logique, hein, qui fait tous nos circuits intégrés dans nos cartes électroniques qui sont dans nos ordinateurs, eh bien, ces portes logiques, elles permettent de transformer des valeurs et de faire un travail comme ça sur des signaux électroniques, en quelque sorte. Il y a l'équivalent avec les portes quantiques, c'est-à-dire les éléments de programme qu'on utilise dans un programme quantique, dans un code quantique, disons. Et alors, ça sera plutôt de l'ordre de la transformation matricielle, mais des différentes probabilités, ABCD, hein, typiquement. Mais les deux notions sont assez similaires, assez proches. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Et puis, on va regarder tout de suite le slide suivant, où j'essaye de mettre en exergue quelques exemples de portes quantiques. Alors, ici, on a, sur le premier dessin, on a des représentations de portes quantiques. On a la représentation de Hadamard. C'est la porte de Hadamard, dont la matrice est en dessous. C'est-à-dire que je vais lui envoyer un vecteur, en l'occurrence, et puis en sortie, il va me renvoyer un autre vecteur transformé par la matrice que vous voyez, h égale 1 racine de 2, 1 sur racine de 2, blablabla. Juste sous la porte de Hadamard, on a la mesure quantique. C'est le symbole qui représente la mesure. Donc la mesure, souvenez-vous bien que c'est le système, c'est l'opération qui permet d'interrompre la superposition et qu'on va avoir une des valeurs possibles. On n'a plus de superposition, on n'a plus d'éléments probabilistes. La probabilité qui s'exerce avant est justement par rapport aux valeurs mesurables. Et puis la dernière porte, en l'occurrence, c'est la porte C-note. Et là, c'est la porte dans un système à 2 qubits. Vous voyez, eh bien, on lui met les valeurs d'entrée et puis il va nous faire une transformation matricielle de ce vecteur d'entrée. Il va nous donner un autre vecteur en sortie. Voilà. Alors, des portes quantiques comme ça, il y en a tout un tas qui sont très bien documentées et qui permettent justement de faire des codes quantiques. Donc, il y a une forte possibilité de représentation graphique de votre circuit, de votre programme. On le verra un petit peu plus tard, mais voilà, ça peut être un bon point d'entrée aussi, c'est de s'approprier les aspects matriciels et puis les aspects graphiques. On n'est pas obligé de coder immédiatement. L'idée, ça peut être de représenter graphiquement le programme quantique.
Alors là, c'est un petit exemple de circuit quantique. C'est ce qu'on a. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de son objet. C'est un circuit qui permet de faire ce qu'on appelle improprement d'ailleurs une téléportation quantique, mais peu importe. L'idée ici, c'est de vous montrer un exemple d'un circuit quantique un peu élaboré avec les 3 entrées sur la gauche et puis des sorties sur la droite. Et puis entre, eh bien, j'ai des portes quantiques qui font des opérations matricielles sur les données d'entrée. Alors, ce slide-là, il est important, il est très facile à comprendre, mais il est assez important pour rappeler 2 choses. C'est qu'on n'aura jamais d'ordinateur quantique au sens remplacement de l'ordinateur que vous utilisez peut-être à l'instant même, d'un ordinateur dit classique. L'ordinateur quantique est là pour faire tourner des programmes quantiques, reçoit des données peut-être d'un programme d'informatique classique, va faire une résolution, va trouver un résultat et va le renvoyer à un ordinateur classique qui va l'exploiter, qui va faire des graphiques, qui va peut-être le mettre en entrée d'un autre, programme ou d'un autre algorithme, quoi. Donc l'ordinateur quantique est vraiment là pour faire des choses très très précises. Donc là, typiquement, on a les entrées qui arrivent sur le circuit quantique. Le circuit quantique, c'est ni plus ni moins que le programme, hein. Il est composé de plein de portes quantiques qui font des tas de choses. On utilise pour ça le registre quantique. Alors, j'aurais pu ne pas aller si loin, mais le registre quantique, c'est en gros là où on va ranger nos bits quantiques, nos qubits, donc, et leurs valeurs en quelque sorte. Voilà, donc c'est circuit quantique et registre quantique, c'est un petit peu la même chose d'une certaine manière. Enfin, ça fonctionne ensemble. Et puis, une fois qu'on a fait la mesure quantique, eh bien, on a un résultat qu'on va renvoyer à l'ordinateur classique et qui en fera ce qu'il veut. Donc, l'ordinateur quantique n'a pas réellement de réalité autonome. Il n'en a aucune. Il sera toujours au service d'un programme classique, quoi. Et le deuxième point, où je vais en profiter pour préciser un deuxième point, c'est que la forte combinatoire qui est permise par l'informatique quantique, que vous devez commencer à cerner, parce que c'est justement la superposition qui nous permet d'avoir une forte combinatoire et d'apporter une réponse sans doute en théorie meilleure que l'informatique classique, un petit peu comme dans la première partie où on essayait de comparer avec le problème du voyageur de commerce. Alors, là où je veux en venir, c'est que sur un problème donné, encore faut-il écrire l'algorithme quantique. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique n'est pas magique en soi. C'est-à-dire que face à un problème qu'on énoncerait en informatique classique, eh bien, on ne pourra pas dire, bon, on n'y arrive pas en informatique classique, eh bien, on va mettre ce problème-là sur l'ordinateur quantique et puis ça marchera peut-être mieux. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut que quelqu'un invente un algorithme quantique par rapport au problème donné. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Un ordinateur quantique, on n'en a pas tout à fait encore, ou pas vraiment. Et puis, en plus, il faut trouver les algorithmes. Ce qui fait que aujourd'hui, on a aussi des algorithmes quantiques tout à fait performants qui n'ont jamais réellement tourné. Mais on sait qu'ils seraient excellents pour résoudre certains types de problèmes si on avait les machines quantiques qui permettaient de les faire tourner. Alors l'intrication maximale, là, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, je vais aller assez vite, mais l'idée de l'intrication maximale, alors vous vous souvenez, l'intrication, c'est pour des raisons qu'on ignore globalement et qui ne nous intéressent pas à l'instant T. On a 2 particules qui vont avoir exactement la même mesure, qui vont avoir la même valeur. Alors, donc ça veut dire que, par exemple, dans un système à 2 qubits, je vais mesurer soit 0, 0, soit 1, 1. Parce que comme ça, mes 2 qubits, ils ont la même valeur. Et ce que je ne veux pas, c'est 0,1 ou 1,0 après la mesure. Parce que dans ce cas-là, de façon évidente, mes 2 qubits de sortie ne sont pas intriqués, vu qu'ils n'ont pas la même valeur. Alors ces états-là qui correspondent à l'intrication maximale, c'est ce qu'on appelle les états de Bell, du nom d'un scientifique. Alors, là, sans plus expliquer les choses, pour obtenir une intrication maximale, pour faire en sorte que mes 2 qubits d'entrée Q0 et Q1 soient en sortie intriqués, à exactement la même valeur, eh bien, je vais utiliser
ce circuit quantique qui implique une porte de Hadamard, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, une porte CNOT, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et puis évidemment, j'ai une mesure sur chacune des deux sorties. Et ce que j'espère, c'est que j'ai un état 1 en haut et en bas, ou un état 0 en haut et en bas. C'est-à-dire que mes deux qubits de sortie sont intriqués. Alors, si on a très peu accès à l'état de l'art, hein, on recherche par les États, par des grandes sociétés, il y a un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, qui mettent à disposition des plateformes quantiques avec plus ou moins d'outils, avec des nuances hein, que j'essaierai de détailler. Alors, les trois principales, à mon avis, c'est Microsoft Quantum, avec une déclinaison cloud avec Azure, avec leur solution cloud. IBM QIS-Kit, qui est sans doute pour le moment la solution la plus avancée pour le grand public, hein, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on peut vraiment faire beaucoup de choses en ligne de façon gratuite. On peut concevoir ces programmes, comme on va le voir tout à l'heure, hein, très rapidement, et les faire tourner sur des simulateurs quantiques. C'est-à-dire, des simulateurs quantiques, c'est de l'informatique classique qui simule le fonctionnement de quelques qubits. Alors, il faut, pour simuler 20 ou 30 qubits, il faut déjà des machines très, très puissantes. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas tout. IBM QIS-Kit propose aussi de réelles machines quantiques. Vous pouvez avoir votre petit programme, le mettre dans une file d'attente, puis quand c'est votre tour, le programme va s'exécuter sur une vraie machine quantique qui est quelque part dans le monde. Ça aussi, on en parlera. Et puis la solution française ou européenne, mais française hein, en réalité, par Atos, c'est MyQLM, qui est assez intéressante par le fait suivant, c'est qu'elle essaye d'avoir des passerelles avec d'autres solutions, avec IBM notamment. Donc ça, c'est assez intéressant, l'idée de pouvoir créer un programme quantique chez Atos, en gros, et puis le faire tourner sur une machine IBM. Et réciproquement, de pouvoir recevoir un programme réalisé sur IBM, ou au format IBM en quelque sorte, et de la faire tourner sur un des simulateurs d'Atos. Tout ça, c'est disponible en ligne et facilement accessible. Il faut se créer un compte et regarder un petit peu la doc, et puis c'est parti. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Alors par exemple, dans IBM QIS-Kit, il y a cette idée qu'on n'est même pas obligé de coder hein, au tout début. On peut vraiment s'intéresser à ce qui se passe au niveau quantique, essayer de comprendre un maximum de choses. Vous voyez là, j'ai utilisé le circuit composeur d'IBM. Tout ça, c'est en ligne. Hein. J'ai créé le petit schéma pour faire de l'intrication maximale. Vous reconnaissez la porte de Hadamard, la porte CNOT, et puis mes deux mesures. Hein. Et puis, hop, mon circuit quantique est prêt. Et je l'ai envoyé sur un simulateur quantique ici. Je l'ai envoyé sur un simulateur quantique. Vu qu'on est dans quelque chose de probabiliste, eh bien, j'ai fait 1000 essais. Donc, j'ai envoyé 1000 fois, j'ai fait 1000 fois le test sur ce simulateur quantique pour savoir quel est le résultat que j'obtiendrai. Et dans 49% des cas, en gros, j'obtiens 0,0 à gauche, là, et dans 51% des cas, disons, j'obtiens 1,1. Donc, je suis bien dans le cas de l'intrication maximale. Sur 1000 cas, j'ai eu 1000 fois mes deux qubits qui ont été intriqués. Ça a fonctionné. Je n'ai pas eu de 0,1 ou de 1,0. Bon, là, je suis dans un simulateur, donc c'est censé marcher parfaitement. Mais on va voir que dès qu'on passe à des choses un petit peu différentes, eh bien, ça se passe autrement. Alors là, c'est exactement ce que je viens de dire, donc on va passer vite. Mais donc, effectivement, il y a eu 503 essais où j'ai eu 0,0, 521 essais. Donc, j'ai fait plutôt 1024 essais, hein, pas 1000 exactement, 1024 essais. Je corrigerai le slide à ce propos aussi. Et donc, sur ces 1024 essais, j'ai eu que des résultats intriqués. J'ai pas eu de 0,1, j'ai pas eu de 1,0. Donc, ça a bien fonctionné conformément à ce qu'on pouvait espérer. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Donc, le test précédent était avec un simulateur. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est on va écrire le programme en Python plutôt qu'utiliser le composer.
Et puis, ce programme, on va le lancer sur une vraie machine quantique d'IBM qui est mise à disposition sans précaution particulière. Tout le monde peut l'utiliser. Hein. Dès lors que vous avez un compte, vous pouvez l'utiliser. Alors, là, je vais passer très très vite sur le code, mais on peut en dire un mot. C'est très très simple, hein. Comme vous voyez. J'ai mis le code global sur la gauche. J'ai mis la génération graphique de mon circuit quantique, où on retrouve toujours la même chose, hein, à droite. Et puis, j'ai mis le code essentiel, en quelque sorte, au milieu, là. Alors, circuit égale quantum circuit, où je précise que je veux 2 entrées et 2 sorties. J'ai 2 qubits en entrée et 2 qubits en sortie. Sur ce circuit, je mets une porte de Hadamard, H0, et je relie, je mets une porte C0, qui s'appelle CX, ici, et je relie les 2 liens, comme ça, entre 0 et 1. Je représente ni plus ni moins que le circuit quantique dont on parle depuis le début. Hein. Et puis à la fin, qu'est-ce que je fais? Je fais une mesure, hein, de chacun des deux liens. Donc c'est assez trivial, c'est assez évident. Et c'est exactement la même chose que ce que j'avais fait avec le composeur. C'est-à-dire que le composeur génère ce code, hein, plus ou moins. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Mais c'est aussi pour vous mettre en avant que on n'est pas sur des choses conceptuellement sur du code compliqué, bien au contraire. Alors, on sollicite une réelle machine quantique. Là, j'ai juste mis un petit peu le code que je vais vous commenter très très rapidement. Je lui demande à la ligne 2, là, je lui dis de se greffer, de solliciter un simulateur qui est basé à Melbourne, qui s'appelle, qui est pas un simulateur, une vraie machine quantique à 16 qubits potentiellement. Moi, j'en utilise que 2, mais on pourrait aller jusqu'à 16. Et elle s'appelle IBM MQ16 et elle est à Melbourne. Il y a plusieurs machines quantiques réelles chez IBM. Et puis, alors pourquoi j'ai choisi Melbourne? Parce qu'au moment où je travaillais, c'était celle où la file d'attente était la plus courte, quoi. Donc elle était un peu loin, mais bon, c'était celle qui me ferait le moins attendre, donc j'ai choisi celle-là. Je lui précise que j'utilise mon petit circuit. Le device, c'est le résolveur, hein, c'est cette machine quantique, et que je vais faire 1024 essais. C'est parti, on balance tout ça, et puis j'utilise des choses comme Plothistogram, c'est le module Matplotlib en fait de Python, hein, ça n'a rien de quantique. On est dans du Python, hein, du Python assez accessible, et je décide d'afficher les résultats, donc ça doit être sur le slide suivant. Et là, vous voyez, on est dans la vraie vie, hein, on est dans la vraie simulation quantique. Alors, les résultats sont pas mal, hein, mais vous voyez, on a 50% des cas où on est sur du 0,0. L'image est un peu floue, mais on arrive quand même bien à voir. C'est la colonne la plus à gauche, c'est la barre la plus à gauche. La barre la plus à droite, c'est 1,1. On est à 43% des cas. Et puis, vu qu'on est dans la vraie vie, dans la vraie machine quantique qui a une erreur quantique, on a quand même une petite erreur à 6% cumulée. C'est le 0,1 et le 1,0, les 2 barres du milieu, qui ne devraient pas être là. Hein. C'est-à-dire que là, ce n'est pas intriqué. Donc, j'ai eu 6% des essais, 6% des 1024 essais où j'ai pas eu d'intrication. Voilà, donc, vous voyez, sur une machine à 16 qubits de chez IBM, sur un problème quand même relativement simple, eh bien, j'ai quand même 6% d'erreurs. On est quand même dans un domaine, en tout cas dans sa version grand public, où il y a encore des erreurs et des choses qui sont perfectibles. Je voulais juste vous montrer une autre solution, donc celle d'Atos, la solution française, si je peux dire, où vous voyez, on est toujours sur du Python et on est sur des choses qui sont relativement simples à comprendre. Hein. On retrouve un petit peu les mêmes choses. Vous voyez, dans la 1, 2, 3, 4, 5, 5e ligne, on applique une porte de Hadamard. La ligne suivante, on applique notre C-note. On connecte les choses de façon assez simple. Et la dernière ligne, là, le QAT display, me permet d'afficher mon circuit. Donc, c'est toujours le même. Hein. Là, c'est la génération par Atos, hein, graphique qui est à droite. Et donc, on est toujours sur le même problème. Vous voyez, entre IBM et Atos, au niveau
programmation, on est toujours sur des choses qui ressemblent à du Python, c'est du Python d'ailleurs, et des choses qui sont assez proches, même si ce n'est pas exactement les mêmes syntaxes. Donc voilà, ça sera une de mes recommandations, c'est qu'il faut pas trop choisir une solution et savoir aller un petit peu partout parce que les façons de coder, les façons de travailler sont très très proches. Alors, pourquoi je parle d'Atos, c'est surtout parce qu'il y a cette chose qui est assez sympa, c'est le fait que c'est interopérable. C'est-à-dire que là, typiquement, je viens d'écrire un circuit avec MyQLM et on verra dans le slide suivant, je vais l'envoyer en résolution chez IBM. Je ne vais pas le résoudre chez Atos, qui a ses propres simulateurs, mais je vais l'envoyer chez IBM pour faire ça. Donc, pour utiliser ça, il faut installer un package de chez Atos. Là, c'est le PIP install que j'ai précisé là, qui n'était pas forcément nécessaire. Mais c'est surtout pour que vous ayez bien en tête l'idée de dire, avec les 2 lignes qui sont indiquées à la fin du slide, vous avez la possibilité de communiquer avec d'autres solutions en ligne. Donc là, c'est ce qui me permet en 2 lignes de faire ce qu'on voit à l'écran, c'est de dire je crée mon circuit, je voudrais 333 essais statistiques et mon code, il est défini chez Atos, mais je vais l'envoyer chez QISKit. Je récupère ma clé d'API, mon mot de passe, pour ainsi dire, de chez IBM, pour qu'ils sachent bien que je suis quelqu'un de confiance, quoi. Et la ligne suivante, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je lui précise mon token, mon mot de passe, en quelque sorte. Et puis, j'accède à ce back-end, c'est-à-dire à ce simulateur quantique de chez IBM qui s'appelle IBM MQ QASM Simulator. Là, j'ai pris un simulateur, je n'ai pas pris une vraie machine quantique et je récupère un résultat dans Result. Et là, j'affiche juste le petit résultat avec cette boucle for à la fin. Et le résultat est sur le slide suivant, il me semble. Et le résultat, eh bien, il est le suivant. Alors, on est sur un simulateur, donc c'est assez normal que ça se passe très, très bien. On a 50% un peu plus de 0,0 et on a 49% de 1,1 et on n'a pas d'autres état quantique, donc l'intrication s'est plutôt bien passée. Là, l'intérêt, c'était surtout de vous montrer la grande facilité de passage de l'un à l'autre entre Atos et, et IBM. On va dire un mot maintenant très rapidement à propos de Microsoft. Alors, Microsoft, historiquement, c'est pas seulement historiquement, côté pilotage, c'est-à-dire côté informatique classique, c'est du C#, et côté quantique, c'est du Q#. Le vent a un peu tourné, donc on peut aussi le faire en Python, comme dans les autres plateformes dont on a discuté tout à l'heure. Python comme alternative à Q#. Et là, je vous ai juste pris un petit exemple pour vous montrer encore une fois que même si là, c'est plus du Python, la donne est assez semblable à ce qu'on a vu pour le moment. Donc le C#, en gros, c'est le pilotage. J'ai un problème, j'appelle une procédure quantique qui s'appelle BellTest. Donc ça, je suis sur le code qui est à gauche et je vais faire 1000 essais. Je balance ça sur la machine quantique. Et BellTest, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Je vais faire 1000 essais sur un programme quantique que je définis à chaque itération, mais peu importe, où on retrouve l'apport de Hadamard, on retrouve l'apport CNOT. Alors, les syntaxes sont un petit peu différentes, mais on est toujours sur la même chose. Et puis, à la fin, le return renvoie mon résultat, qui est grosso modo le pourcentage de 1,1 et de 0,0 que j'ai obtenu, et je le renvoie au code C#, c'est-à-dire à l'informatique classique. Alors, pour conclure, j'ai bien conscience que j'ai dit beaucoup de choses, que c'était assez dense, donc selon votre état de connaissance préalable, c'est plus ou moins flou et clair, mais globalement, l'idée, c'était déjà de démystifier un petit peu les choses, de rappeler quel est l'intérêt réel, c'était d'accéder à cette forme de combinatoire qui peut aider à résoudre des problèmes que l'informatique classique ne résout pas. C'était de vous rappeler les grands principes de la physique quantique qui sont utilisés, et clairement, c'est superposition, mesure quantique, intrication.
de vous montrer un petit peu cette notion de circuit quantique et de vous montrer enfin qu'il y a quand même des plateformes qui permettent de faire assez facilement du code quantique et de s'amuser, d'apprendre plein de choses. Avec les petits constats suivants, c'est qu'on a quand même l'émergence d'un langage ou métalangage quantique autour de Python, que ce soit chez IBM, chez Microsoft, chez Atos. Tout le monde travaille avec Python parce que aussi Python, c'est quand même le langage de référence dans tout ce qui est mathématiques, analyse numérique. Donc, c'est toujours bien. On peut facilement utiliser les NumPy, les modules type NumPy, Matplotlib pour afficher les résultats, etc. Et pour rappel, avec IBM, on peut même travailler dans un notebook Jupyter qui est très, très utilisé en machine learning, par exemple, et puis dans tout ce qui est analyse numérique. On a une tendance comme ça de rapprochement, notamment chez Atos, qui permet de travailler avec d'autres simulateurs ou avec d'autres codes définis sur d'autres plateformes. La sensibilité du sujet, je parle de l'informatique quantique, son côté stratégique fait que finalement, la veille techno via la presse est très compliquée parce que finalement, on est plutôt dans la communication maîtrisée. Donc, c'est difficile de savoir exactement où on en est. Les plateformes grand public, d'IBM, de Microsoft, d'Atos, permettent quand même d'évaluer l'avancée des choses, où on en est, d'avoir un état de l'art, et en manipulant vraiment les choses, en se rendant compte. Donc, à mon avis, c'est le bon moyen de faire de la veille technologique en informatique quantique. Ne pas privilégier une plateforme en particulier, à mon avis également, parce qu'on est quand même sur des choses qui sont très similaires, de plus en plus similaires, de plus en plus interopérables et de plus en plus dans un monde Python-like, disons. Et qu'on n'est sans doute pas encore sur quelque chose qui a trait à de la standardisation, mais enfin, il y a quand même une petite tendance dans cette direction. Voilà, en quelques mots, je regarde si j'ai pas été trop long. Non, on est pas mal au niveau horaire. Donc, voilà en quelques mots tout ce que je voulais vous raconter. Donc, une nouvelle fois, c'était un plaisir de vous raconter tout ça. Et puis, s'il y a des questions, des remarques, des précisions éventuelles, n'hésitez pas.